Coucou tout le monde. Alors ça fait un moment que j'avais pas fait cette vidéo là. Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres tome 4. Je sais pas si je vais faire en double vidéo ou une vidéo parce que c'est quand même assez long. Je crois que je vais faire en double vidéo. Hein, une petite vidéo de... Comme il y a plus de 10 pages, ça va être assez long à lire. Donc je vais mettre la moitié puis l'autre moitié ça sera pour demain. Je pense que je vais faire ça. Tiens, en même temps j'ai reçu ça. J'ai pas acheté très cher sur Amazon. Hein. Et je vais en recevoir un autre aussi, Men in Black. L'autre, je l'ai acheté peut-être 5 euros. Celui-là, dans les 10 euros, je sais plus. D'occasion, je sais plus. Bref. Et ça risque d'être très intéressant parce que j'ai vu plein de choses que je ne connaissais pas. Enfin, si, je savais déjà pour les Men in Black, mais pas tout. D'ailleurs, même Dana, on en parle dans son livre, hein, les Men in Black. Donc, ce serait des Draco et Men in Black, un mélange. J'avais déjà fait des vidéos dessus. Hein, donc, bon. Si vous fouillez dans mes vidéos, vous allez voir. Hein. Draco, Men in Black, le Don des Étoiles, vous allez trouver. Je suis bien content de l'avoir trouvé, surtout que j'ai commandé son dernier livre, Affrontement extraterrestre, qui sort courant mai. Alors là, ça va être extraordinaire aussi. Voilà. Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres, tome 4. Alors j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai trouvé un beau truc intéressant. Et je vais vous lire les ovnis de la Chine ancienne. Je crois que je vais faire en deux, parce que ça va être long. Ça va être long. Ouais, je vais faire en double vidéo parce que j'ai remarqué que quand c'est trop long, que ça dure 20 minutes, après bon, c'est vrai, hein, je vais faire en double partie. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire de 77 à 83, on va dire. Hein. Ouais, 83. 4. Et après, je dirai la suite qui sera 83 ou 2. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Je crois que je vais faire en double vidéo. Je vais voir. Si c'est trop long, c'est ce que je vais faire. Ah, il y a autant que je suis pas revenu dessus. Hein. Michael Sala, programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres, tome 4. Je pense pas qu'il y aura un 5e tome. Enfin, je pense pas. J'ai fait mes recherches, mais bon. Mettre toujours sur pause pour relire. Voilà. Alors, les ovnis de la Chine ancienne. C'est le chapitre 6. Yang Ti, légendaire empereur de l'Antiquité, conquit son immortalité en s'envolant sur une créature au corps de cheval et aux ailes de dragon. Capable de transporter aussi ses femmes et ses ministres, un entourage de plus de 70 personnes. Alors là, c'était Berthold Laufer en 1928. Curieusement, des registres historiques de la Chine de l'Antiquité montrent que non seulement il y a eu des observations d'ovnis, mais que d'anciens inventeurs ont construit des machines volantes dans son ouvrage intitulé La préhistoire dans l'aviation. Berthold Laufer, un éminent sinologue allemand du Field Museum de Chicago, s'est intéressé aux annales de la Chine ancienne où il était question d'aviation. Il découvrit de nombreuses mentions d'empereurs chinois ayant construit ou utilisé des machines volantes. Il décrit ci-dessous la plus ancienne de ces annales. L'empereur chinois Shun, C-H-U-N, qui vécut 3000 ans avant notre ère, 2258-2208 avant Jésus-Christ, non seulement est le premier homme de l'histoire connu qui ait volé, mais aussi le premier qui ait réussi un saut en parachute, une expérience qui fut réalisée pour la première fois ou répétée dans notre civilisation aussi tard qu'en 1783 après Jésus-Christ. Lui, c'était bien avant Jésus-Christ, 2000 ans avant. Vous imaginez un petit peu. Selon d'anciennes annales que Laufer a examinées, Shun aurait échappé à la cruauté de son père et de sa belle-mère à bord d'une machine volante conforme au principe du vol d'oiseaux. Deux filles de l'empereur Yao, dont le nom est synonyme de l'âge d'or de la Chine, ont aidé Shun à le construire et lui ont enseigné l'art de voler comme un oiseau. Les annales de bambou décrivent des aventures de Shun et de sa machine volante en laissant entendre qu'il s'agissait d'un véritable appareil dont les principes n'étaient enseignés qu'à quelques privilégiés dont le caractère et les vertus le justifiaient. Laufer décrit aussi des légendes chinoises qui parlent d'une race mystérieuse d'hommes volants ou d'hommes oiseaux. Ces légendes évoquent des personnages ailés à tête humaine ou à tête d'oiseau des annales assyro-babyloniennes. Tout de suite on voit le truc. Qui enseignèrent aux humains à construire des machines volantes et à accéder à l'immortalité. Les annales chinoises indiquent que ces énigmatiques hommes-oiseaux vivaient dans les hautes montagnes du Kowloon, alors K-U-N-L-U-N, je sais pas comment, bon, bref, qui s'étendent sur 3000 km à la limite nord du plateau tibétain, aux plaines du sud de la province de Shanxi.
L'importance de ces légendes deviendra évidente dans un chapitre ultérieur lorsque j'aborderai les mystérieuses pyramides de Shaanxi et les technologies évoluées qu'elles recèlent. Pyramides, je ne sais pas si j'avais fait une vidéo sur ça, il me semble. Il faudrait que je regarde, je ne sais plus. Selon Lofer, plusieurs autres empereurs chinois ont possédé ces machines volantes. Le Xing Yang Shi Kai, ou Histoire des anciens empereurs, écrivit Yang Fu Mi 215-282 de notre ère, contient la notice suivante. Qin Kun Shi, c'est dur en plus, hein, puis fabriquer un chariot volant capable de parcourir une très longue distance sous un vent favorable. Durant le règne de l'empereur Chang Tang, 1766-54 avant Jésus-Christ, fondateur de la dynastie Chang, le vent d'ouest poussa le chariot de Qin Kong aussi loin que Yushu, dans le Honan, aujourd'hui Henan. L'empereur donna l'ordre de détruire ce chariot afin qu'il ne vienne pas à la connaissance du peuple. 10 ans plus tard, quand le vent souffla de l'est, l'empereur fit construire par Qin Kong un chariot semblable au premier et par ce moyen renvoya Qin Kong d'où il était venu. Le chariot de Qin Kong semble avoir été une sorte de planeur très secret que l'empereur voulait cacher à la connaissance du petit peuple. Ce passage indique donc que les anciens souverains chinois veillaient à ce que les chariots volants soient réservés à une élite privilégiée. Lofer redit ces chariots volants et d'autres anciens aéronefs aux technologies plus modernes des inventeurs chinois de l'ère pré-industrielle. Selon ces registres historiques, certains engins volants étaient évolués au point de voler dans l'espace, ce qui indique que les premiers programmes spatiaux secrets auraient été mis au point par les Chinois et d'autres civilisations anciennes du monde, il y a environ 1000 ans. Andrews Thomas, auteur de We Were Not the First, renvoie à un ancien inventeur chinois, OUI, constructeur d'un engin spatial capable d'aller sur la Lune. Hein, pas pour parler que les nazis, tout ça, oui, moi. Eux, ils ont été bien avant, hein, je pense. Hein. En l'an 2309 avant Jésus-Christ, il prit la décision d'aller jusqu'à sur la Lune. 2309 avant Jésus-Christ. Il y a hein, quand même 4300 ans. Hein. 4320 ans, hein, 30 ans. Et il prit la décision d'aller jusqu'à sur la Lune avec un oiseau céleste qui lui indiqua le lever, le zénith et le coucher du soleil. Yi, alors H-O-U-Y-I-H, je sais pas comment on dit, mais bon, ouais, ça doit être comme ça, explora l'espace sur le courant d'air lumineux, les gaz d'échappement d'une fusée ardente. Sur la Lune, l'astronaute chinois perçut l'horizon apparemment gelé et y construisit le palais du Grand Fouan. Les annales chinoises disent aussi qu'à l'époque où Du Yi vécut cette aventure fantastique, un énorme engin volant s'est élevé dans le ciel ou s'est déplacé au-dessus des mers pendant 12 ans. Un immense navire apparaissait la nuit sur l'eau, éclairé par des feux brillants qui s'éteignaient le jour. Il pouvait aussi voler jusqu'à la Lune et aux étoiles, d'où son nom du navire suspendu au milieu des étoiles ou de bateaux de la Lune. Ce navire géant capable de voler dans le ciel ou de naviguer sur l'eau est resté visible pendant 12 ans. Où les inventeurs chinois, d'il y a plus de 4000 ans, puisaient-ils leur idée pour construire des vaisseaux spatiaux. Apparemment, tout comme les humains aujourd'hui, les Chinois et l'Antiquité ont bénéficié de l'aide de créatures mystérieuses. Les hommes oiseaux, ces visiteurs extraterrestres qui ont accepté de leur transmettre ou de troquer des technologies évoluées pour qu'ils les aident à s'établir sur Terre. Le cas le plus célèbre concerne les Dropa. Je remettrai des photos à la fin. Appelés aussi Dropa, D-Z-O-P-A. Ou D-R-O-P-A, Dropa, qui aurait atterri en catastrophe dans une région reculée à la frontière entre la Chine et le Tibet il y a environ 12 000 ans. Hartwig Osdorf, auteur de le Roswell chinois, a compilé une grande quantité de données sur les extraterrestres qui établirent une base dans les montagnes, alors encore une fois les montagnes, de Biankara Ulaf, et après avoir atterri en catastrophe, c'est qui, pour les contacts par une tribu indigène locale, les Ham, créèrent une race hybride, les Dropa. Osdorf cite un archéologue chinois, alors C-H-I-P-U-T-E-I, hein, bon, qui en 1937-1938 dirigeait une expédition officielle dans une région montagneuse et reculée du Tibet. Je pense que même là, les nazis avaient été jusque-là. Il y avait Hitler qui ordonna d'aller jusqu'au Tibet, je pense. Allez, je pense qu'ils avaient retrouvé des géants, je sais plus. Enfin bref, il y avait une histoire comme ça. C'était dans le Roswell russe, le livre là, je crois. Bon bref, il découvrit une caverne aux parois couvertes de pétroglyphes, des sarcophages renfermant les restes des créatures humanoïdes filiformes mesurant 1,20 m. Mais là, dans cette histoire, c'était des géants. C'est pas pareil, là c'est 1,20 m. Au crâne démesurément grand, comme celui des petits gris. Ainsi que 716 disques de pierre de 30 cm de diamètre,
troués en leur centre. Alors certainement une race de gris, d'hybride. Hein. Short Grease. Bon. Ces disques portaient du complexe cannelure en spirale couverte de minuscules textes hiéroglyphes. Chaque disque semblait être un livre. Alors Chiputei, alors c'est H-I-P-U-T-E-I, comme j'ai dit tout à l'heure, bon bref, et son équipe furent incapables de les traduire, mais leur découverte n'en fut pas moins spectaculaire. Cependant, en raison des événements entourant l'occupation japonaise en Chine, la seconde guerre mondiale de la guerre civile chinoise, Chiputei dut attendre l'arrivée au pouvoir du Parti communiste en 1949 pour tenter de faire publier les résultats de ses travaux. Cette prétendue découverte de Chiputei n'a pas l'air d'impressionner l'Académie des sciences de Chine. Là, qu'ils s'en foutent complètement, si bien que celle-ci ne publia pas l'article où il décrivait en détail ce qu'il a remis au jour. En 1958, un autre archéologue, Tsum Nui, de l'Académie de la préhistoire de Pékin, s'intéressa au disque que Chiputei avait découvert. Au bout de 4 ans d'études, Tsum Nui affirma avoir pu déchiffrer quelques-uns des disques élaborés, et ceci lui avait révélé un détail d'atterrissage en catastrophe des Dropa, hein, les races extraterrestres hybrides, hein, on va dire ça, et leur métissage avec la population locale. Oui, en plus avec la race humaine, on va dire. Voici sa traduction d'un des disques. Les Dropa sortirent des nuages dans leur aéronef. Avant le lever du soleil, nos hommes, nos femmes et nos enfants allèrent 10 fois se réfugier dans les grottes. Quand ils purent enfin comprendre le langage des signes des Dropa, ils comprirent que les intentions de ces nouveaux venus étaient pacifiques. Bon, apparemment, ils avaient l'air d'être bons, ceux-là. Le reporter enquêteur néerlandais Philip Coppens, alors j'arrive à le dire, hein, l'autre c'est un nom, signale qu'un article de nuit, alors N-I-I, ah, c'est celui qui s'appelle Tsum Nui, pas de nuit N-U-I-T, alors il faut comprendre, hein, fut publié en 1962 après un délai de 2 ans dû à l'Académie de la préhistoire de Pékin. Son titre était... Bon, voilà, les inscriptions, c'était en anglais, c'était les disques descendants sur la Terre il y a 12 000 ans, voilà. En français, ça doit être ça. Les inscriptions se rapportant aux vaisseaux spatiaux qui, tel qu'il est dit sur les disques, descendirent sur Terre il y a 12 000 ans. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Bon. Au dire de Coppens, hein, Philippe Coppens, il arriva ensuite que Nui, Tsum Nui, le chinois, fut apparemment forcé de quitter son poste ou en décida ainsi. Puis il retourna dans son Japon natal où il mourut peu après. Bon. Ni la découverte que fit le professeur Nui en 1962, ni son rapport n'ont été confirmés. On sait cependant que les premières références à cette histoire des Dropa se trouvent dans un article publié par un magazine allemand. Voilà, l'univers végétarien, parce qu'en allemand c'est même pas la peine, Das Weich Rich, bon bref. En juillet 1962, l'article s'intitulait Des ovnis à la préhistoire. La publication en langage anglais, Russian Digest, que l'on pouvait feuilleter dans toutes les ambassades soviétiques de la planète, fit aussi apparaître un article sur les pierres de Dropa en 1962. Sur l'archéologue indépendant David Hatcher Childress, l'auteur de l'article allemand puisa vraisemblablement sa source dans cette revue soviétique, ainsi que le signale Coppens en 2008 dans un article où il revient sur la controverse entourant les pierres de Dropa. Quelque chose s'est produit en 1962 qui a incité une source chinoise ou japonaise à en parler. Coppens relate qu'une équipe de scientifiques soviétiques dirigée par Vian Shelsval-Sevez eut accès, j'ai vraiment pas de peau, eut accès à plusieurs de ces disques qu'elle transféra en URSS pour y être analysés. Les annales montrèrent que les disques contenaient des quantités inhabituelles de cobalt et d'autres métaux. Bon. Le plus curieux est ce qui se produisit quand Sevez déposa les disques sur un appareil semblable à un gramophone. Quand l'appareil fut mis en marche, les disques émirent des vibrations, un bourdonnement, comme si une charge électrique les avait traversés selon un rythme précis, ou ainsi que l'avait fait un de ces scientifiques, comme s'il avait fait partie d'un circuit électrique. Ils avaient un jour été exposés d'une façon ou d'une autre à des charges électriques élevées. Il ne faut pas demander que c'était il y a 12 000 ans quand même. Les résultats de cette expérience furent publiés dans une autre revue soviétique, mais la révolution culturelle lancée en 1966 sema le chaos dans les communautés scientifiques chinoises et mit fin abruptement aux recherches sur les disques de Dropa. Une percée majeure eut lieu en 1974 quand Ernest Wegener, un ingénieur autrichien, trouva 2 des disques au musée Banpo de Xiang, dans la province de Shaanxi, et qu'il en prit 4 photos.
Eric Van Daniken, voilà, il est connu, hein, celui qui a fait des recherches, publia ensuite ses photos et pour la première fois, l'ensemble de la population put voir les énigmatiques disques de Dropa. Voilà. Grâce à lui aussi. Hein. Il convient maintenant de distinguer les disques de Dropa des disques BI, ou disques de jade, découverts ailleurs en Chine occidentale. Voilà, donc il y a trois trucs de sortes de disques mais différents. Hein. Hatcher Childress explique ce qui différencie les disques de Dropa des disques de BI en jade. Oui. Et ont tous deux été trouvés à proximité des restes d'anciens dirigeants et membres de l'élite chinoise. Des disques de pierre ont été trouvés au milieu des squelettes. Ce sont des disques en jade ayant un diamètre de quelques centimètres à 30 cm ou plus. Ils sont habituellement percés au centre, en leur centre. Certains sont finement sculptés, comme il est dit quels étaient les disques de Dropa, mais ils n'en portèrent pas d'hiéroglyphes. Les archéologues n'ont pas pu déterminer à ce jour leur raison d'être ou la technique de leur fabrication. Voilà. Et je coupais là, parce qu'il y a encore pas mal de pages. Voilà, vous avez demain la suite, parce qu'il y a déjà 16 minutes. Hein, vous comprenez, c'est déjà assez long. Première partie, donc deuxième partie que je vous balancerai demain, comme ça vous aurez les deux d'un coup. Voilà. Les ovnis de la Chine ancienne, première partie, deuxième partie, demain. Pas avant. Parce que je crois qu'après, quand ça fait 20-25 minutes, ça commence à faire long. Après, je sais pas ce qu'il y en a ce qu'ils en pensent, mais pour moi aussi. Donc 12-15 minutes, c'est vraiment bien. 20 minutes, c'est vraiment maximum. Donc je coupe là, merci et à bientôt. Et double vidéo pour demain. En même temps, il y aura des autres vidéos sur Mars. J'ai même fait encore des autres vidéos sur du site Les Émanants, hein, où j'avais fait voir les boules de Kazakhstan et tout ça. Il y a encore une nouvelle vidéo qui va arriver. Donc il y a encore pas mal de choses, hein, pour au moins 3-4 jours. Enfin, même peut-être plus. Donc je coupe, merci et à demain pour la deuxième partie. A plus. Et bon week-end d'avance.